Il y a une façon commode de raconter Philippe Ier de France qui consiste à résumer son règne en deux éléments. Il était gros et il a répudié sa femme pour en épouser une autre au mépris de toutes les règles de l'Église, ce qui lui a valu d'être excommunié 2 fois et de mourir dans la honte. Voilà, 48 ans de règne réduits à un tour de taille et un scandale matrimonial. Cette façon de raconter est à la fois factuellement correcte et intellectuellement désastreuse, parce que Philippe Ier règne de 1060 à 1108, 48 ans, le règne le plus long de toute la dynastie capétienne jusqu'à ce point. Pendant ces 48 ans, il assiste à la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Normand, à la première croisade, à la querelle des investitures qui secoue les fondements du rapport entre l'Église et les monarchies européennes, à l'émergence des grandes communes urbaines et à une transformation profonde de la société française dont les effets seront visibles pendant des siècles. Il n'est pas un spectateur passif de tout ça. Il gouverne, il manœuvre, il prend des décisions, certaines mauvaises, certaines remarquablement bonnes, et il transmet un royaume qui est, sur des points essentiels, dans un meilleur état que celui qu'il a reçu. Et il est excommunié 2 fois, et il est probablement gros, et ses contemporains l'ont jugé sévèrement, et la postérité l'a largement oublié. C'est son histoire, et elle est plus intéressante qu'on ne le dit. Philippe Ier naît vers 1052. Il est le fils d'Henri Ier et d'Anne de Kiev, cette femme exceptionnelle que nous avons rencontrée dans le règne précédent, venue de la cour la plus cultivée d'Europe orientale pour devenir reine de France. Philippe porte un prénom grec dans une cour où les prénoms francs dominent. Tradition veut que ce soit sa mère qui ait choisi ce nom, hommage aux traditions hellénophones de la civilisation byzantine dans laquelle elle avait été éduquée. Il est sacré co-roi en 1059, à 7 ou 8 ans, du vivant de son père. La pratique capétienne habituelle, celle qui remonte à Hugues Capet et qui sécurise la transmission du trône. Quand Henri meurt en 1060, Philippe monte sur le trône sans crise de succession. Il a 8 ans. Une régence est nécessaire. Henri Ier l'avait prévu et organisé. La tutelle du jeune roi est confiée à Baudouin V, comte de Flandre, le beau-père de Guillaume de Normandie, ce qui crée une situation géopolitique légèrement paradoxale où le régent du roi de France est le beau-père du vassal le plus puissant et le plus ambitieux de ce même roi. L'histoire médiévale est remplie de ces enchevêtrements dynastiques qui transforment toute politique en équation personnelle. Baudouin V est un homme sage, expérimenté, qui gère la régence avec compétence pendant les quelques années où elle est nécessaire. Il meurt en 1067. Philippe a alors 15 ans et commence à gouverner par lui-même. Ce qui est frappant dans les premières années du règne autonome de Philippe, c'est leur activité. On a tendance à imaginer le Philippe Ier tardif, alourdi, scandalisé, excommunié, comme le même homme qui gouvernait dans les années 1060 et 1070. Ce n'est pas le cas. Le jeune Philippe est énergique, attentif, capable de décisions rapides. Il surveille les frontières de son domaine avec une vigilance que son père lui avait peut-être transmise et que l'environnement géopolitique rend absolument nécessaire. L'environnement géopolitique en 1060, quand Philippe prend effectivement le pouvoir, est dominé par un événement qui vient de se produire et qui transforme tout. En 1066, Guillaume de Normandie, le duc qui avait battu Henri Ier 2 fois sur le champ de bataille, le vassal devenu incontrôlable, traverse la Manche avec une armée normande et bat Harold Godwinson à la bataille d'Hastings. Il devient Guillaume Ier, roi d'Angleterre, le conquérant. Pour Philippe Ier, cet événement est une catastrophe géopolitique de premier ordre. Avant 1066, le duc de Normandie était une puissance régionale redoutable, mais une puissance régionale quand même, ancrée sur la côte nord de la France, avec des ressources importantes mais limitées par son territoire. Après 1066, le duc de Normandie est aussi roi d'Angleterre. Il dispose des ressources d'un des royaumes les plus riches et les mieux administrés d'Europe du Nord. Il peut lever des hommes en Angleterre pour combattre en France et des hommes en France pour combattre en Angleterre. Il est partout à la fois. Et il est toujours, théoriquement, le vassal de Philippe pour son duché normand. Il doit l'hommage au roi de France pour la Normandie. Mais l'hommage d'un homme qui est par ailleurs roi d'Angleterre n'a pas la même signification que l'hommage d'un simple duc.
La relation de suzeraineté qui devrait donner au roi de France un levier sur la Normandie est vidée de sa substance par la puissance nouvelle du conquérant. Philippe comprend ça immédiatement, et il commence, dès les premières années de son règne, à chercher des façons de contrebalancer cette puissance. La politique de Philippe à l'égard de la Normandie est l'un des fils conducteurs les plus importants de son règne, et aussi l'un des plus mal connus. Il ne peut pas vaincre Guillaume militairement. Son père l'avait essayé 2 fois et avait échoué. Il doit trouver d'autres méthodes. Et les méthodes qu'il trouve sont, dans leur brutalité pragmatique, d'une efficacité remarquable. La méthode principale est de semer la discorde dans la famille de Guillaume. Guillaume le Conquérant a plusieurs fils. L'aîné, Robert Courteheuse, est un homme de valeur militaire indiscutable et de caractère instable, impatient, perpétuellement en conflit avec son père sur la question de la Normandie. Robert veut gouverner le duché du vivant de son père, Guillaume refuse. Cette tension est explosive, et Philippe l'exploite systématiquement. Il encourage Robert dans sa rébellion. Il lui fournit un refuge quand Robert fuit la cour paternelle après une dispute particulièrement violente. Une dispute où Robert avait, selon certaines sources, essayé de tuer ses propres frères dans une querelle nocturne. Philippe offre à Robert un château, une base, un territoire depuis lequel il peut menacer son père. C'est de la politique cynique, délibérément déstabilisatrice, qui utilise les divisions familiales d'un adversaire comme d'une arme. Philippe n'invente pas ces tensions. Elles sont réelles, profondes, ancrées dans le caractère difficile de Robert et dans la rigidité inflexible de Guillaume. Mais il les cultive, les arrose, les entretient avec le soin d'un jardinier qui veut que certaines plantes poussent et d'autres pas. Guillaume le Conquérant, furieux de l'appui que Philippe donne à son fils rebelle, lance une expédition punitive contre le Vexin français en 1087. Il prend et brûle Mantes. Et selon une anecdote qui a traversé les siècles avec la même vigueur que la légende de la pomme de Newton, peut-être aussi apocryphe, peut-être pas, Philippe, apprenant l'expédition normande, aurait dit que Guillaume mettrait longtemps à accoucher de son enfant normand, comme une femme qui a dépassé son terme. La plaisanterie était cruelle et sexuelle, et Guillaume l'a pris très mal. Il jura de montrer à Philippe ce qu'il en coûtait de se moquer de lui. Pendant le siège de Mantes, son cheval buta sur des braises et le projeta en avant. Guillaume reçut le pommeau de la selle dans l'abdomen. Les blessures internes furent fatales. Il mourut quelques semaines plus tard, en septembre 1087, à Rouen. Philippe n'avait pas tué Guillaume. Mais la blague de mauvais goût sur l'accouchement, si elle est vraie, avait au moins contribué à l'état d'esprit qui avait conduit à l'expédition fatale. La causalité est trop indirecte pour en faire une responsabilité directe. Mais il y a quelque chose d'irrésistiblement médiéval dans cette mort. Le roi qui meurt d'une blessure provoquée par sa propre colère, elle-même provoquée par la raillerie d'un adversaire. La mort de Guillaume en 1087 ne simplifie pas la situation normande, elle la complique. Guillaume avait divisé son empire entre ses fils. Robert Courteheuse héritait de la Normandie. Guillaume le Roux héritait de l'Angleterre. Henri Beauclerc, le plus jeune, recevait de l'argent et quelques terres. Cette division était exactement ce que Philippe espérait et avait peut-être contribué à créer. Un empire divisé est un empire affaibli. Un duc de Normandie qui est distinct du roi d'Angleterre est moins menaçant que les deux combinés. Mais Robert Courteheuse s'avère être un adversaire difficile à gérer, précisément parce que Philippe l'a trop aidé. Robert se comporte maintenant comme s'il était l'égal du roi de France plutôt que son vassal. Il prend des décisions de façon autonome, noue des alliances qui ne conviennent pas à Philippe et revendique une indépendance qui dépasse largement ce qu'une suzeraineté nominale devrait tolérer. La dialectique est constante. Philippe soutient les rebelles normands contre les ducs pour maintenir la Normandie faible. Les ducs normands soutiennent les rebelles français contre Philippe pour maintenir la couronne française occupée. C'est un équilibre de la terreur à petite échelle, instable et épuisant, qui ne produit pas de vainqueur clair, mais qui absorbe des ressources considérables des deux côtés. Le problème est aggravé par la réunification partielle de l'Empire normand. Henri Beauclerc, le plus jeune fils de Guillaume le Conquérant, finit par battre son frère Robert à la bataille de Tinchebray en 1106, donc dans les dernières années du règne de Philippe, et réunifie la Normandie et l'Angleterre
sous une seule couronne. L'empire plantagenet, qui va hanter la monarchie française pendant 2 siècles, est en train de se recomposer. Philippe ne verra pas le pire de ses conséquences, mais son successeur, Louis VI, devra en faire la priorité absolue de son règne. Avant d'aller plus loin dans la politique extérieure, il faut parler de quelque chose qui va transformer la politique intérieure et le prestige de Philippe d'une façon dont il ne se relèvera jamais complètement. L'affaire Berthe de Hollande et Bertrade de Montfort. Philippe avait épousé en premières noces Berthe de Hollande, fille du comte de Hollande, vers 1072. Berthe lui donne plusieurs enfants, dont l'héritier Louis, né vers 1081 et qui deviendra Louis VI. C'est, sur le plan dynastique, un mariage qui remplit sa fonction. Il assure la succession. Mais Philippe tombe amoureux. Pas d'une façon anodine ou discrète, d'une façon spectaculaire, obstinée, totalement indifférente aux conventions de l'époque et aux avertissements des clercs. Il tombe amoureux de Bertrade de Montfort, comtesse d'Anjou, épouse en titre de Foulques IV le Réchin, comte d'Anjou. Bertrade est décrite par les chroniqueurs comme belle, intelligente et d'une personnalité magnétique. Les sources masculines de l'époque, quand elles décrivent une femme comme causa du péché d'un roi, ont toujours tendance à l'embellir jusqu'à l'archétype de la tentatrice. La vérité est peut-être plus simple. Philippe, qui a la quarantaine, trouve en Bertrade quelque chose qu'il n'a pas avec Berthe. Quoi exactement, les sources ne nous le disent pas. Mais la force de l'attraction est évidente dans ce qu'il fait ensuite. En 1092, Philippe répudie Berthe. Il invoque des motifs de consanguinité, prétexte juridique habituel, réel ou fabriqué selon les circonstances. Il enlève Bertrade à son mari Angevin, où elle fuit avec lui selon les sources. Et il l'épouse. C'est un scandale d'une ampleur sans précédent depuis Robert II et Berthe de Bourgogne. Et la réaction de l'Église est immédiate et totale. L'Église en 1092 n'est plus l'Église de 1003. Depuis les années 1050, la réforme grégorienne a transformé la papauté en une institution militante, centralisée, convaincue de sa supériorité sur tout pouvoir temporel et prête à le démontrer avec des armes spirituelles d'une puissance réelle. Grégoire VII, le pape réformateur par excellence, est mort en 1085, mais son œuvre continue sous ses successeurs. Le principe qu'il avait posé, que le pape est au-dessus des rois, que les rois ne peuvent pas nommer les évêques sans l'accord de Rome, que l'autorité temporelle est subordonnée à l'autorité spirituelle, est désormais la doctrine officielle de l'Église, même si son application reste contestée. L'affaire de Philippe et Bertrade tombe dans ce contexte explosif. Ce n'est pas simplement un roi qui répudie sa femme et en prend une autre. C'est le roi de France qui défie ouvertement l'autorité de l'Église sur le mariage, qui dit en acte que sa volonté personnelle prime sur les règles canoniques, qui choisit ses désirs au-dessus de ses obligations chrétiennes. Le pape Urbain II réagit. En 1094, au concile d'Autun, Philippe est excommunié. Il n'est plus membre de la communauté des chrétiens. La sentence a toutes les conséquences que nous avons décrites dans le cas de Robert II. Exclusion des sacrements, théorique déliaison de ses sujets de leur serment de fidélité et, conséquences pratiques immédiates, interdit qui pèse sur les territoires où ils résident, interdisant la célébration des offices religieux. L'interdit est une arme nouvelle dans l'arsenal papal, plus large et plus redoutable dans ses effets que la simple excommunication individuelle. Quand Philippe arrive dans une ville, les cloches se taisent, les messes s'arrêtent, les portes des églises se ferment. Le roi souillé apporte la malédiction avec lui. Les populations qui veulent recevoir les sacrements, se marier, baptiser leurs enfants, enterrer leurs morts dans la grâce de l'Église, ont intérêt à ce que leur roi aille ailleurs. Philippe résiste, il ne répudie pas Bertrade, il la garde. L'amour, ou ce que les sources appellent l'amour, est suffisamment fort pour qu'il accepte l'excommunication plutôt que d'y renoncer. Ce qui est fascinant, c'est la réaction de ses contemporains. Certains le condamnent, les chroniqueurs les plus proches de la réforme grégorienne décrivent son comportement en termes qui frôlent l'invective. Mais d'autres sont plus nuancés. Le mariage avec Bertrade crée des alliances politiques, avec l'Anjou, avec des familles nobles qui voient dans ce remariage une opportunité de rapprochement avec la couronne. La politique et le sentiment se mêlent d'une façon que les condamnations morales simples ne permettent pas de saisir. L'excommunication de Philippe a des conséquences sur un événement majeur de l'époque qu'il est impossible de ne pas évoquer, la première croisade.
En 1095, 2 ans après le début de l'affaire Bertrade, Urbain II prêche la croisade au concile de Clermont. Son discours, dont plusieurs versions nous sont parvenues, probablement retravaillé après coup par les chroniqueurs mais conservant quelque chose de la force originale, appelle les chevaliers chrétiens d'Occident à prendre la route de Jérusalem pour délivrer les lieux saints du joug des infidèles. L'enthousiasme est immédiat et considérable. Des milliers d'hommes prennent la croix. Les grandes familles de la noblesse française fournissent une part substantielle des effectifs de la première croisade. Godefroy de Bouillon, Robert Courteheuse de Normandie, Raymond de Saint-Gilles, Bohémond de Tarente, les princes qui vont conduire cette expédition extraordinaire vers la Terre Sainte sont en grande partie des sujets ou des vassaux du roi de France. Mais pas le roi lui-même. Philippe est excommunié. Il ne peut pas prendre la croix. Il ne peut pas apparaître à la tête de la chevalerie française dans l'expédition qui va électriser la chrétienté pendant des années. C'est son vassal, son propre fils Robert de Normandie. Non, pardon. C'est le duc Robert de Normandie qui va à la croisade, pas son fils. C'est l'ensemble de l'aristocratie de France qui part, et Philippe reste, coincé dans son scandale matrimonial, absent du moment le plus glorieux de son époque. Cette absence est, sur le plan du prestige, une catastrophe. La croisade est le grand projet de civilisation du temps. Elle mobilise les meilleurs guerriers, les plus grands seigneurs, les plus dévots chrétiens. Elle produit des épopées, des légendes, des héros. Et le roi de France n'en fait pas partie. Ce manque ne se compense pas facilement. Philippe peut administrer son royaume, il peut manœuvrer contre les Normands, il peut protéger les abbayes et confirmer des chartes. Mais il ne peut pas participer à ce qui est, dans la conscience collective de son époque, l'aventure la plus importante et la plus sainte depuis des générations. Urbain II meurt en 1099, quelques semaines après la prise de Jérusalem par les croisés. Mort que certains ont voulu voir comme une mort de bonheur. Le pape mourant au moment de la réalisation de son grand projet, ignorant encore la nouvelle parce qu'elle n'était pas encore arrivée à Rome. Son successeur Pascal II continue la politique de pression sur Philippe. Mais la situation évolue. Le temps use les résistances. Bertrade reste aux côtés de Philippe, et leur mariage, aussi scandaleux soit-il, a duré des années, ce qui lui donne une forme de réalité irréfutable que l'Église finit par devoir reconnaître, non pas en l'acceptant formellement, mais en cessant de lutter contre lui avec la même véhémence. Philippe est levé d'excommunication une première fois en 1095, après avoir fait des promesses de séparation d'avec Bertrade qu'il n'a pas tenues. Il est réexcommunié en 1096. Il promet à nouveau, il est relevé à nouveau. Ce cycle de promesses, de rechutes et de nouvelles condamnations se répète plusieurs fois, avec une régularité qui aurait quelque chose de comique si les conséquences n'étaient pas sérieuses. À chaque fois, Philippe promet de se séparer de Bertrade. À chaque fois, il ne le fait pas. À chaque fois, l'Église constate l'inexécution et renouvelle la condamnation. Ce qui est remarquable dans ce cycle, c'est ce qu'il révèle sur les limites réelles du pouvoir papal sur les monarchies. L'Église peut excommunier, elle peut menacer, elle peut interdire, mais elle ne peut pas, en définitive, forcer un roi qui refuse d'obéir à le faire. Philippe n'a pas d'armée papale à craindre, il n'a pas de croisade dirigée contre lui. Il a des inconvénients, l'interdit sur ses terres, l'exclusion du prestige croisé, la condamnation morale de l'intelligentsia cléricale. Ce sont des inconvénients sérieux, mais pas des armes capables de le détruire. Il survit à l'excommunication, comme Robert II avait survécu à l'excommunication un siècle plus tôt. Et comme Robert II, il finit par mourir dans une réconciliation partielle avec l'Église, non pas parce qu'il a abandonné Bertrade, mais parce que le temps a rendu la situation acceptable, ou du moins tolérable. Mais revenons à la politique, parce que le règne de Philippe Ier ne se réduit pas à son scandale matrimonial, même si ce scandale monopolise l'attention des chroniqueurs contemporains et des historiens postérieurs. La question du Vexin est au cœur de la politique d'Henri pendant toute cette période. Le Vexin est une région entre l'Oise et l'Epte qui était divisée en deux parties, le Vexin normand, tenu par le duc de Normandie, et le Vexin français, tenu par le roi. Cette frontière est l'une des plus disputées de la France médiévale, stratégiquement cruciale parce qu'elle commande les approches de Paris depuis le nord-ouest. Guillaume le Conquérant avait mis la main sur le Vexin français en 1077, en l'obtenant comme dot pour son fils lors d'un mariage qui n'aboutit pas.
Philippe cherche constamment à récupérer cette acquisition normande qui menace Paris. Ce n'est pas une obsession abstraite, c'est une nécessité militaire évidente. Un ennemi qui tient le Vexin peut marcher sur Paris en quelques jours. Les négociations, les escarmouches, les échanges territoriaux partiels autour du Vexin occupent une part substantielle de l'énergie diplomatique et militaire du règne. Ce n'est jamais définitivement résolu sous Philippe. La question restera ouverte pour Louis VI et pour les rois qui suivront. Mais Philippe maintient une pression constante qui empêche les Normands de consolider leur position aussi solidement qu'ils le souhaiteraient. Il y a un autre aspect du règne de Philippe Ier qui est fondamental pour comprendre la France du XIIe siècle et qui se construit en grande partie pendant ces 48 ans, la croissance des villes. Le XIe siècle est, en France comme dans une grande partie de l'Europe occidentale, une période de croissance démographique et économique soutenue. Les populations augmentent, les terres sont défrichées, le commerce reprend. Et les villes, ces agglomérations de marchands, d'artisans, de clercs et de travailleurs qui commencent à dépasser la simple taille d'un gros village, grandissent avec une rapidité qui n'avait pas de précédent depuis l'Antiquité romaine. Paris elle-même est en train de se transformer. La ville n'est plus simplement le siège d'une cour royale et d'un évêché. Elle commence à être un centre commercial, un lieu de foire, un point de concentration de population qui viennent chercher du travail, des marchés, des opportunités. La rive gauche de la Seine commence à s'animer. Les écoles qui gravitent autour de Notre-Dame attirent des étudiants de toute l'Europe, préfigurant l'université qui se constituera formellement au siècle suivant. Cette croissance urbaine pose à Philippe et à ses successeurs des questions politiques nouvelles. Les villes sont des entités économiquement dynamiques, potentiellement très riches si elles sont taxées correctement, mais aussi politiquement complexes. Elles abritent des populations nombreuses, organisées dans des corporations et des guildes, capables de s'organiser collectivement, revendicatrices de droits et de libertés. Le mouvement communal, l'aspiration des villes à se gouverner elles-mêmes, à élire leurs propres magistrats, à avoir des chartes qui définissent leurs droits, commence à se manifester sous Philippe. Certaines villes obtiennent des chartes qui leur accordent des libertés communales. D'autres essaient de les obtenir par la force, par des soulèvements que les seigneurs répriment ou, plus souvent, avec lesquels ils négocient. Philippe n'a pas une politique cohérente et unifiée face à ce phénomène. Il n'est pas de ceux qui transforment des tendances de fond en politique explicite. Mais il réagit cas par cas, accordant des chartes quand ça lui rapporte des revenus ou des allégeances utiles, réprimant quand ça lui semble menacer l'ordre. C'est du pragmatisme pur, sans vision à long terme, mais c'est aussi ce qui permet à la croissance communale de se développer progressivement sans provoquer de crise systémique. La querelle des investitures, ce grand conflit entre la papauté et les monarchies sur la question de qui nomme les évêques, transforme le contexte politique de toute la fin du règne de Philippe. L'investiture des évêques était, depuis des siècles, une prérogative royale. Les rois nommaient les évêques, leur remettaient le bâton et l'anneau qui symbolisaient leur charge, recevaient leur serment de fidélité. C'était une source de pouvoir considérable. Les évêques administraient de vastes territoires, commandaient des ressources énormes, jouaient un rôle dans la gouvernance locale que rien ne pouvait remplacer dans une société où les clercs étaient les seuls administrateurs alphabétisés. La réforme grégorienne dénonçait cette pratique comme une simonie, une contamination du spirituel par le temporel. Les évêques devaient être nommés par l'Église, pas par les rois. Grégoire VII avait mené cette bataille avec une intensité qui l'avait conduit à excommunier l'empereur germanique Henri IV et à le forcer à la fameuse pénitence de Canossa. La France n'est pas l'Empire germanique, Philippe Ier n'est pas Henri IV, et le conflit des investitures en France prend une forme moins dramatique, moins théâtrale que la confrontation germanique. Mais il existe. Les légats pontificaux viennent en France, tiennent des conciles, condamnent des nominations épiscopales faites sans accord de Rome, exerce une pression croissante sur la pratique royale. Philippe résiste, avec la même méthode pragmatique qui caractérise tout son règne. Il ne pose pas de principe absolu, il ne dit pas que l'Église n'a pas son mot à dire dans les nominations. Mais il ne cède pas non plus sur l'essentiel du contrôle royal sur les grandes nominations. Il négocie, il compose, il accepte des compromis partiels qui lui permettent de maintenir une influence réelle sans s'engager dans une confrontation ouverte avec Rome qu'il ne peut pas gagner. C'est une politique moins héroïque que celle de Henri IV à Canossa,
Personne ne fera jamais une grande fresque de Philippe Ier agenouillé dans la neige pour demander pardon au pape. Mais c'est peut-être plus efficace. La France capétienne sort de la querelle des investitures sans avoir perdu le contrôle effectif de son Église et sans avoir subi l'humiliation publique que l'Empire a dû endurer. Il faut parler du personnage de Philippe lui-même, parce que les sources, malgré leur biais évident, laissent transparaître quelque chose de l'homme derrière le roi. Il est décrit, dans les chroniques tardives de son règne, comme un homme alourdi par les années et par les excès. L'embonpoint est noté avec insistance. Ceux qui rédigent sur lui après le scandale Bertrade semblent trouver dans la corpulence du roi une confirmation physique de son relâchement moral. Gros, luxurieux, paresseux, le trio de reproches qui s'accumulent dans les sources cléricales de la fin de son règne dit autant sur leurs auteurs que sur leur sujet. Ce qu'on peut reconstituer avec plus de sûreté, c'est une intelligence politique réelle, pas la rigueur froide d'un Philippe Auguste, pas la vision à long terme d'un Louis IX, mais une capacité à lire les rapports de force et à s'adapter, à trouver des alliés là où ils se présentent, à éviter les confrontations impossibles tout en maintenant la pression là où elle est utile. Il aime les plaisirs de la table, c'est probable, et l'époque n'y voit pas de vice particulier. Il aime les femmes, Berthe, Bertrade, et peut-être d'autres dont les sources ne parlent pas. Il est généreux avec ses amis et ses protégés. Il peut être brutal avec ses ennemis. Ce n'est pas un saint. C'est un homme médiéval de la classe dirigeante, avec les vertus et les vices que cette condition implique, amplifiés par le pouvoir et la richesse. Ce qui le distingue de son père Henri Ier, c'est une certaine lourdeur, pas seulement physique, dans les dernières décennies de son règne. Comme si l'excommunication avait coupé quelque chose, retiré une légèreté, laissé une fatigue. Les dernières années, à partir de la fin des années 1090, sont des années de retrait progressif. Il gouverne encore, mais il délègue plus, il se déplace moins, il intervient avec moins d'énergie dans les affaires qui ne le touchent pas directement. Ce n'est pas de la faiblesse d'esprit, c'est de la vieillesse, peut-être aggravée par des années de conflits avec l'Église et par les complications de la situation normande. Il a la soixantaine quand son règne entre dans sa dernière phase, ce qui au XIe siècle est un âge très avancé. Il y a un aspect du règne de Philippe Ier qui est peut-être son héritage le plus durable et le moins visible, le développement du domaine royal autour de Paris. Philippe Ier n'a pas de grande conquête territoriale à son actif. Il n'annexe pas de vastes territoires par la guerre ou par l'héritage, mais il consolide, il renforce, il approfondit l'emprise royale sur le territoire qu'il contrôle déjà, en construisant des châteaux, en établissant des prévôts, en multipliant les actes royaux qui définissent et formalisent les droits de la couronne. L'acquisition la plus significative de son règne est peut-être Corbie, dans la Somme, une position stratégique dans la région entre Paris et la Flandre, acquise en 1074 dans des circonstances qui reflètent le pragmatisme territorial de Philippe. Ce n'est pas une grande victoire militaire, c'est l'exploitation patiente d'une opportunité, une succession contestée, un héritage complexe, une situation où la couronne peut s'insérer et faire valoir des droits. Il achète aussi des droits, des péages, des revenus. Il utilise la ressource financière croissante du domaine royal, portée par la reprise économique, pour racheter des engagements, consolider des positions, élargir le contrôle effectif de la couronne sur des espaces qui lui étaient nominalement soumis mais pratiquement indépendants. Ce travail de consolidation, invisible dans les récits qui cherchent les coups d'éclat, est la préparation de tout ce que Louis VI et Philippe Auguste feront ensuite. Le grand durcissement institutionnel du XIIe siècle. La construction d'une administration royale effective, d'un système de justice royale, d'une capacité militaire centralisée, ne part pas de rien. Il part de ce travail lent, patient, peu spectaculaire que Philippe Ier et ses prédécesseurs ont accompli sur plusieurs générations. La relation entre Philippe et son fils Louis est complexe et parfois conflictuelle, ce qui est presque une tradition capétienne à ce stade. Louis, le futur Louis VI, dit le Gros, est né vers 1081 de Berthe de Hollande, la première femme. Berthe ayant été répudiée, Louis grandit dans une situation familiale compliquée. Fils de la reine légitime répudiée, demi-frère de l'enfant qu'aura peut-être Bertrade. La question de la succession et des droits de chacun sur le trône n'est pas complètement simple. Bertrade, d'ailleurs, a effectivement des fils avec Philippe. Elle donne au roi plusieurs enfants, dont Philippe de Mantes.
Et Bertrade, selon certaines sources, difficiles à évaluer parce qu'elles sont des accusations formulées par des ennemis dans le contexte de lutte de succession, aurait cherché à favoriser ses propres fils au détriment de Louis. Louis est associé au trône, sacré co-roi, selon la tradition capétienne, en 1098 ou 1100, selon les sources. Mais ses relations avec son père sont tendues pendant les dernières années du règne. Louis cherche à gouverner activement son apanage du Vexin et de la région parisienne. Philippe, même vieillissant, ne cède pas facilement l'autorité. Il y a des froissements, des disputes qui ne vont pas jusqu'à la rébellion ouverte, mais qui créent une atmosphère de tension dans la cour royale. Cette tension est en partie générationnelle, le fils impatient, le père qui ne lâche pas. En partie politique. Louis est un homme d'action, déjà en train de manifester des qualités guerrières qui feront de lui Louis le Gros, le premier Capétien à vraiment gouverner son domaine dans le sens plein du terme. Et en partie personnel. Louis est le fils de Berthe, la femme légitime répudiée, et sa relation avec Bertrade doit être au mieux formelle, au pire hostile. Philippe meurt le 29 juillet 1108 à Melun. Il a environ 56 ans, pas vieux par nos standards, mais épuisé par un règne de 48 ans, par les conséquences physiques de ses excès présumés et par les tensions des dernières années. Il est enterré à l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, Fleury, et non à Saint-Denis, ce qui est inhabituel pour un roi capétien. Le choix de cette sépulture, loin de la nécropole royale habituelle, a été interprété diversement. Peut-être une préférence personnelle pour Fleury, abbaye qu'il avait fréquentée et protégée. Peut-être une forme de pénitence, l'enterrement hors de Saint-Denis comme geste d'humilité face à ses fautes. Le lendemain de sa mort, Louis VI est roi. Louis VI qui sera Louis le Gros, le premier capétien à vraiment faire plier les seigneurs voleurs de son domaine, le premier à exercer une autorité réelle sur l'Île-de-France, le premier à rendre le titre royal tangible et non plus seulement symbolique. Qu'est-ce que Philippe Ier laisse au bilan? Il laisse un royaume intact, pas agrandi, pas réformé, pas transformé, intact. Dans un environnement géopolitique où la Normandie est devenue l'Angleterre normande, la première grande puissance de l'Europe du Nord, et où l'Anjou a constamment cherché à grignoter le domaine royal, maintenir l'intégrité du royaume pendant 48 ans est une performance qui mérite d'être reconnue pour ce qu'elle est. Il laisse un fils capable. Louis VI n'est pas né capable. Il a fallu des années de formation, d'épreuves, de gouvernement progressif de son apanage pour en faire le roi efficace qu'il deviendra. Cette formation s'est faite en partie dans l'ombre difficile d'un père qui ne cédait pas facilement l'autorité. Ce n'est pas un héritage parfait, mais c'est un héritage réel. Il laisse aussi un précédent politique qui sera exploité par ses successeurs. La pratique de soutenir les rebelles normands contre les ducs de Normandie, d'utiliser les dissensions dans les familles rivales comme d'une arme, de maintenir la Normandie en tension permanente plutôt que de la combattre frontalement. Louis VI et Louis VII utiliseront cette méthode. Philippe Auguste la perfectionnera jusqu'à en faire une machine de guerre diplomatique qui finira par démembrer l'empire plantagenet. Et il laisse un nom qui est devenu le prénom dynastique des Capétiens, Philippe, nom grec que sa mère Anne de Kiev lui avait donné. Un autre Philippe régnera, Philippe II dit Auguste, puis Philippe III, Philippe IV le Bel, Philippe V et Philippe VI. 6 rois de France s'appelleront Philippe, tous héritiers de ce prénom bizarre et beau que sa mère russe avait choisi pour lui dans une cour française qui ne savait probablement pas très bien ce qu'il signifiait. C'est un héritage imprévu, presque accidentel. Mais les héritages les plus durables le sont souvent. La question que je veux poser en conclusion est celle-ci. Qu'est-ce que le règne de Philippe Ier nous dit sur la royauté capétienne et sur la façon dont elle fonctionne? Il nous dit que la dynastie peut survivre à un roi imparfait. Elle peut survivre à l'excommunication, au scandale, à l'inactivité croissante du monarque, aux tensions familiales, aux défaites diplomatiques. Elle peut survivre parce que ses fondations institutionnelles sont suffisamment solides. Le sacre, la continuité dynastique, l'alliance avec l'Église, même quand cette alliance est temporairement brisée, les réseaux de prévôts et d'agents royaux qui administrent le domaine indépendamment de la présence physique du roi. C'est ce que Hugues Capet avait construit, ce que Robert II avait maintenu malgré ses limitations, ce qu'Henri Ier avait tenu face à la Normandie conquérante.
et ce que Philippe Ier, malgré son embonpoint et ses excommunications, et son amour obstiné pour Bertrade, a transmis à son fils sans le briser. La royauté capétienne est une machine à transmettre, pas à conquérir, pas encore, pas au XIe siècle. Une machine à durer. Et la durée, dans l'histoire comme en politique, est une forme de victoire que les chroniqueurs qui cherchent les batailles et les scandales ne savent pas toujours reconnaître. Philippe Ier a duré 48 ans. C'est son accomplissement le plus simple et peut-être le plus important. Le roi scandaleux qui a sauvé la France sans le faire exprès, pas malgré ses faiblesses, parfois grâce à elle.